6h20 sur Radio J et tout de suite nous allons recevoir le journaliste et écrivain Mohamed Sifawi en direct au micro d'Eva Soto. Bonjour Mohamed Sifawi. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Radio J. Plusieurs questions à aborder avec vous aujourd'hui, notamment évidemment la réponse formelle du Hamas qu'on attend toujours par rapport à la proposition américaine de trêve à Gaza. Le plan comprend la libération de 10 otages vivants en 2 phases et de 18 corps en 3 phases au cours d'une suspension des combats de 60 jours, selon la chaîne israélienne N12, après avoir reçu des informations sur l'état de santé des otages. Ce sera aux dirigeants israéliens de décider dans quel ordre ces otages seront libérés. Pourquoi le Hamas a besoin de discuter avec les autres groupes terroristes de la bande de Gaza de cet accord de cessez-le-feu, Mohamed ? Parce qu'il faut rappeler que d'abord la bande de Gaza est effectivement gérée par le Hamas, mais à l'intérieur de la bande de Gaza, il y a une douzaine d'organisations terroristes, dont le Hamas, les plus importantes étant le Djihad islamique, le FPLP, le FDLP et beaucoup d'autres petits, je dirais plus ou moins petits groupuscules qui comptent malgré tout, parce qu'il y a une répartition du territoire entre différents groupes armés. Et le 7 octobre, de ce point de vue, a été effectivement réalisé par l'ensemble de ces organisations. Donc le Hamas est l'acteur terroriste le plus important à Gaza, mais c'est pas le seul acteur terroriste. Il a fait une sorte de, je dirais, de conglomérat d'organisations terroristes avec lesquelles il agit depuis maintenant plusieurs années dans le cadre de ce qui est appelé communément la Chambre des opérations coordonnées. Mohamed Sifawi, est-ce que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas que le Hamas qui détient des otages et peut-être, est-ce que ça veut dire également que certains otages, il faut les retrouver, le Hamas ne saurait pas trop où ils sont? Ah oui, mais ça nous le savons depuis le début parce que effectivement dans je dirais le chaos qui a été organisé le 7 octobre, il y a eu même des familles qui sont rentrées en Israël pour récupérer, si j'ose dire, leur part du butin, parce qu'il s'agit d'un butin de guerre, avant tout dans la logique islamiste. Et évidemment, c'est un otage, ça se monnaie et ça coûte extrêmement cher. Donc il y a effectivement des gens, des petits groupes, ou voire des groupes mafieux parfois, des petits groupes mafieux locaux qui ont récupéré des otages et qui ont fait, comme je le disais, monnayer leurs actions. Donc c'était toute la difficulté dès le départ de savoir où étaient les otages, parce que effectivement tous les otages n'étaient pas entre les mains du Hamas, même si je dirais 90% des otages étaient chez les principales organisations terroristes, celles que j'ai citées notamment avec le Djihad islamique, le Hamas et le FPLP et le FDLP, mais il n'en demeure pas moins qu'il y avait peut-être une dizaine ou un peu plus d'otages qui étaient éparpillés ici et là, et cette situation a perduré depuis. D'ailleurs, c'est aussi la difficulté pour laquelle la difficulté auxquelles sont confrontés l'armée, les services de sécurité israéliens depuis le début. Mohamed Sifawi, on a eu beaucoup de témoignages d'otages revenus de l'enfer de Gaza, littéralement, ils appellent ça un enfer, avec les traitements qui leur ont été infligés. Vous êtes spécialiste des mouvements islamistes. On a comparé le Hamas, par exemple, à des groupes comme Daesh, etc. Est-ce que, en tout cas, par rapport au traitement des otages, ça vous semble pertinent, cette comparaison ? Alors, disons, chaque groupe est un groupe particulier. En règle générale, déjà, se retrouver dans une situation d'otage, c'est une situation qui se suffit à elle-même. Mais de surcroît, une situation d'otage dans un groupe, je dirais, terroriste, en guerre, c'est dans une situation de conflit et de bombardement, d'échange de tirs. Évidemment, dans la configuration de Gaza, pour la plupart des otages étaient dans des tunnels, donc la situation évidemment est chaotique et
la perception que peut avoir un otage est forcément décuplée. C'est pas, je dirais, c'est pas plus, c'est pas différent. C'est pas plus grave ou moins grave. C'est juste différent parce que la situation est chaotique. Évidemment, ça dépend aussi le type de groupe ou d'unité dans lesquels un otage peut se retrouver. Ça se joue aussi sur la nature ou le caractère des individus qui vont garder un otage. Il y a, je dirais, qui seraient un peu plus soft que d'autres et inversement, il y en aurait qui agiraient de façon barbare. Il n'y a qu'à voir à la fois d'un côté les témoignages qu'on a pu avoir effectivement et les cas auxquels on a assisté, la mort des enfants Kfir, enfin les enfants Bibas, Kfir et son frère et la mère aussi et évidemment leur mère. Donc ceux-là on peut imaginer dans quelles circonstances ils avaient été détenus. Mohamed Sifawi, à propos d'otages, il y a aussi ces 2 otages français de l'Iran qui risquent la peine de mort. Le régime islamique a apparemment inculpé Cécile Collère et Jacques Paris d'espionnage pour le compte du Mossad. Pourquoi est-ce que l'Iran fait ça? Vous l'avez dit tout à l'heure, les otages, c'est une monnaie d'échange. Qu'est-ce qu'espère l'Iran de la France? Parce que maintenant, si effectivement c'est confirmé, ces 2 otages français risquent la peine de mort. Oui, et ce n'est pas n'importe quelle inculpation. Ils ne les ont pas inculpés au départ. Il était question de les poursuivre pour espionnage. C'est ce qui a été dit, mais cela n'a pas été précisé. On aurait pu penser que c'était pour le compte de la France, mais là, il les inculpe pour espionnage pour Israël, et on sait effectivement que c'est la peine de mort qui est réservée à ceux qui sont accusés, enfin qui ont une telle accusation. Pour le régime iranien, d'une certaine façon, qui commet un terrorisme d'État depuis sa naissance en 1979. Moi, je ne fais aucune différence avec les groupes terroristes puisque c'est le même fonctionnement. Sauf que le régime iranien met d'une certaine façon des formes juridiques pour essayer de cacher la réalité de cette détention arbitraire, qui est en vérité une prise d'otage. Mais comme l'Iran est un État et qu'il est tenu par des conventions internationales, et il essaye de trouver des subterfuges, si j'ose dire, juridiques pour détenir plus ou moins, entre guillemets, alors je mets 2 gros guillemets, plus ou moins légalement, des personnes qui l'arrêtent sur son territoire. Mohamed Sifawi. Ce que recherchent aujourd'hui les autorités iraniennes, c'est d'avoir effectivement se mettre en capacité de négocier quelque chose. Et là, en l'occurrence, avec la France, voir comment la France peut leur apporter quelque chose sur le plan international. Il y a des discussions avec la IEA qui vont commencer l'automne prochain. Et donc, évidemment, le régime iranien va vouloir monnayer quelque chose auprès de la diplomatie française. Emmanuel Macron menace l'Iran de mesures de rétorsion si cette inculpation est maintenue, mais d'abord il va téléphoner au président Pezeshkian. Est-ce que la France a encore un poids pour imposer quelque chose à l'Iran aujourd'hui? Ne me poussez pas à dire des méchancetés. Je pense que malheureusement la voix de la France s'éteint progressivement au niveau international. On le voit un peu partout. On le voit, j'ai une pensée, évidemment, ça n'a rien à voir, mais ça a à voir quand même pour mon ami Boualem Sansal, qui est aujourd'hui aussi otage du régime algérien. Toute proportion gardée, évidemment, mais il ne risque pas la peine de mort, mais il risque de mourir en prison parce qu'il est malade et il est effectivement âgé et il est détenu arbitrairement. Donc ces régimes, de toute manière, si on ne sait pas faire un rapport de force ou assumer un rapport de force avec ce type de régime, on n'obtient pas de résultat, malheureusement. Et je le crains, la France n'est pas capable, parce que ses dirigeants ne sont pas capables d'engager un rapport de force avec ce type de régime. Moi, ce que je trouve curieux, c'est que la diplomatie française, notamment Emmanuel Macron, qui parfois montre qu'ils savent parler à de grandes puissances, à Donald Trump, à
à Vladimir Poutine sont totalement impuissants. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. C'est plus qu'une impression face à des régimes voyous, à des États comme l'Algérie ou l'Iran. Merci beaucoup Mohamed Sifawi d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio J. Et puis bon anniversaire à vous. Merci. Le 6-9, Kevin Derblum.